Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport. Où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport? Cette semaine, on parle de gros wattage avec Hugo Barrette. Hugo qui est 2 fois olympien en vélo de vélodrome. C'est un sprinteur pur et dur. Puis je voulais le recevoir parce que vous connaissez ma nouvelle obsession pour le vélo et le triathlon. Et je voulais avoir ses conseils pour apprendre comment augmenter mon wattage et je voulais évidemment en profiter pour lui parler de sa carrière et de son parcours sportif qui nous parle en détail. C'est extrêmement intéressant. Hugo qui a fait un accident majeur en 2011 avant les Jeux olympiques de Londres et, en 2015 avant les Jeux olympiques de Rio. Ouais, c'est ça, exact. Donc, avant 2015, il a fait un gros accident en 2015 et a finalement réussi à se classer envers et contre tous, devrais-je dire, pour les Jeux olympiques de Rio. Il nous parle de ça, il nous parle de ses highlights de sa carrière. Il nous parle aussi du fait que lui, les compétitions, c'est une affaire, mais l'entraînement, c'est une autre affaire. Et c'est ça qui est le motif, c'est le grind, le day-to-day dans lequel il vient chercher son intérêt pour les sports. Donc, on va vraiment en détail quand même sur le type d'entraînement que ça prend pour faire des sprints, pour faire cette discipline-là. Il nous donne ses trucs pour améliorer notre résistance lactique, donc pour repousser le threshold lactique, le fameux seuil anaérobique dont on parle souvent ici au podcast. Il nous donne un training clé. Je vous laisse écouter le podcast pour le connaître, pour repousser ce threshold-là. Sinon, on parle de ses semaines d'entraînement standard, on parle de qu'est-ce qu'il fait en musculation pour complémenter son entraînement de vélo. Et il nous explique finalement comment maximiser l'efficacité de notre coup de pédale en vélo. Une conversation fascinante, Hugo, qui est également accessoirement allé à Big Brothers. On en parle un petit peu, mais c'est pas nécessairement ça qui m'intéressait particulièrement. Vous le savez, les sports d'endurance, c'est ce qui m'intéresse et je suis moins intéressé par les téléréalités. Comme vous le savez, même moi, j'en ai fait une et ça m'intéresse très peu de parler de la mienne, donc voilà. Le podcast est présenté par Upika. Upika, vous le connaissez, rendu là. Si vous ne connaissez pas Upika encore, puis vous écoutez le podcast Upika, c'est le temps de le découvrir. Upika, c'est la compagnie pour vos suppléments spécifiques aux athlètes d'endurance. On a le Upika Endurance et Endurance Plus qui est là tout en un pour vos sports d'endurance, pour soutenir vos efforts pendant la performance. Et on a le Upika Récup qui est le produit de récupération optimale spécifique à vos besoins d'athlètes d'endurance. Allez voir sur le site web, il y a toutes les informations, il y a tous les produits. Et utilisez le code promo UPIKA Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande au upika.ca. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec cette conversation avec Hugo Barrette. C'est parti, man. Aussi simplement que ça. Merci d'être là. De rien. Toi, t'es-tu allé t'entraîner au B52 juste avant? Non, je m'entraîne plus au B52. Ah, tu t'entraînes plus au B52? OK. Maintenant, je suis au club Atwater. OK. C'est pourquoi? Y a-tu trop loin de chez vous? T'es pas obligé d'en parler non plus si tu veux pas que le monde vienne t'achaler où est-ce que tu t'entraînes. Non, j'adore le club Atwater. Mm-hmm. Ils ont de tout, là, puis plusieurs gyms. C'est fantastique, puis je viens de recommencer vraiment les médias sociaux. Fait ouais. Il me laisse filmer n'importe quoi, n'importe quand. Okay. Fait que j'ai vu, je regardais justement tes réseaux sociaux, puis, man, tu passes beaucoup de temps au gym quand même. Mettons, c'est quoi le pourcentage de gym versus track que tu fais? En fait, ça ressemble à quoi ton entraînement en ce moment? En ce moment, là, je me prépare un peu pour des courses, fait que je descends à peu près à 3 fois par semaine au gym. Ouais. C'est 3 grosses sessions, peut-être 2 à 3 heures dans le gym. Puis au-dessus de ça, il y a toujours un deuxième entraînement chaque jour. J'ai 4 fois par semaine de la piste. Ouais. Ça, c'est des sprints. Fait que c'est une session de 3 heures, mais vraiment, je
vais me faire peut-être une dizaine de sprints au total. Ah ouais, ça. Ouais. OK, Ouais. on va parler Ah de ouais. tout ça parce que ça me passionne, man. OK. Ouais, puis au-dessus de ça, ben, je vais avoir peut-être un 8 à 10 heures de vélo de route. Là, en ce moment, c'est sur le Tax, Sur le trainer, whatever, ouais. Zwift. Zone mais 2, genre easy? Zone ou- 2, ouais. Zone 1 même des fois. Ah ouais, hein? Ah ouais, ouais. Juste quelque chose pour bouger les jambes, récupérer. Puis une fois par semaine, par contre, je vais vraiment me faire une grosse séance aérobie. Là. OK. Mais moi, quand je fais séance aérobie, c'est presque all out, 1h30. Là. 1h30, genre Ouais. threshold quasiment, là. Ouais. Ah ouais, hein? Puis ton threshold est à quoi à peu près en termes de wattage, mettons? Je Ton pourrais- FTP, c'est quoi, tu le sais-tu? Ou... Je peux même pas te dire ça. Ah ouais, hein? Je sais pas. OK. Nous, on est vraiment... Tout est calculé jusqu'à 1 minute à peu près. Ouais. Je peux te dire... C'est quoi ton top power, 1 minute? Presque 1000 watts. Ouais. C'est peux pas te décourager. dirty, man. C'est tellement Ouais. débile. Parce que moi, c'est une nouvelle passion pour moi, le vélo. Ok. Vraiment, tu sais, moi, j'ai fait de la natation pendant 20 ans. Si tu sais pas, je suis qui, je vais juste me rapidement pour toi, là, les gens qui Ouais. m'écoutent, ils le savent déjà. Mais moi, j'ai fait de la natation pendant au-dessus de 20 ans de compétition. Tu sais, jusqu'à. Tu sais, j'ai gagné les championnats canadiens universitaires avec Oh, des wow, records ok, du Québec. ok. Tu sais, fait que j'étais quand même un nageur de haut niveau. Vraiment, ouais. Après ça, quand j'ai fini ma carrière universitaire, il y a comme rien après. Si tu vas pas aux Olympiques, T'as pas passé au j'étais pas à assez l'autre bon niveau. Ok. pour championnat du monde olympique, mettons. Ok. Mon top, ça a été top 8. Je pense que j'étais arrivé 6e aux essais olympiques. Ok. Mais il faut que tu gagnes pour y aller. Oh, tu sais. ouais. Fait que quand même haut niveau, mais pas olympique. Puis si tu fais pas ce step-là, Ouais, ben ok. t'as pas le support de Natation Canada, t'as pas le support de la Fédération de natation du Québec, t'as pas... Tu sais, il faut que tu commences à payer pour tes affaires, tandis que universitaire, tu payes pas pour tes compétitions au moins, tu sais, fait que t'as du support de l'université. Fait que quand comprends. ça finit, il Mhm. y a comme pas d'avenue après. Fait que là, j'étais allé à Occupation Double. Puis après ça, quand je suis revenu, ben là, j'ai commencé à faire de la course à pied. Puis la course à pied pendant 3 ans, jusqu'à temps que je me blesse. Je m'en allais dire. Puis que là, exact, C'est écrit. c'est écrit exact. Puis que dans le là, ciel, Louis là. Garneau m'écrive pour dire hey, on a des vélos, on aimerait ça faire un vélo, une collab avec toi, avec t'offrir un bike, Oh, puis wow, aux ok. couleurs de ta compagnie Upica. Fait que là, on a fait un bike custom, puis là, j'avais le bike. Fait que je vais te créer, je vais commencer à biker. Ben, là, t'inquiète là, ouais. Puis là, je suis tombé comme en amour avec cette affaire-là pour Mhm. plein de raisons, puis on en reparlera, là. Mais ouais, fait que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au vélo, puis là j'ai commencé à te suivre, puis là, il y a du monde qui me recommandait de te recevoir sur le podcast pour parler de ça. Puis je me suis dit, faut qu'ils m'apprennent à watter plus. Faut que j'essaie de comprendre ça, parce que moi, c'est tout le temps une obsession. Quand il y a quelque chose que je peux améliorer, j'essaie de voir toutes les avenues possibles. C'est un peu ça la quête du Pika Podcast. Fait que bref, je suis vraiment content de te recevoir pour ça. Ben, je vois que t'es en quête de performance. De toute Ouais. façon, t'es dans un niveau de haute performance. Ouais. Ça reste dans toi. Là. T'as cette Exact, j'ai ça dans espèce- moi. Ouais. Ah ouais. Ouais. L'espèce d'addiction à l'adrénaline. Puis, Exact. ouais. Fait que reculons, parce que j'aime ça fonctionner de façon chronologique quand même avec mes invités pour essayer de comprendre comment on est rendu, où est-ce qu'on est maintenant. Comment ça a commencé pour toi, le bike puis la track? Ça n'a pas commencé avec la piste. Là. Ça a commencé comment? Non, moi, je viens des îles de la Madeleine. Mhm. Puis, je me suis blessé. J'ai grandi dans le hockey. Ouais. Je me suis blessé, j'avais à peu près 15 ans au tendon d'Achille, puis j'avais de la misère à mettre mes patins. C'était vraiment mal. Fait que j'ai commencé à faire beaucoup de vélo de route pour m'entraîner puis rester en forme. Puis Avec le vent des îles d'en face. avec là. le vent des îles, c'est vraiment difficile. Si vous Ouais. pensez que les côtes, c'est dur, là, Le vent d'en face, c'est le vraiment... vent en face, 50 km/h de vent, là, c'est pour ça que personne ne fait de vélo vraiment aux îles. Là. Puis moi, je viens de vraiment une grosse famille, puis je les aime, là, mais d'aller sur le vélo, c'était mon premier sentiment de liberté. J'ai Ah trippé, ouais. là, ça m'a... j'ai eu le feu en moi, puis direct là, j'ai vu une ligne, je vais devenir professionnel en vélo. Ouais. Mais je suis aux îles de la Madeleine, j'ai jamais fait de course de ma vie. Puis je quitte à 16 ans les îles pour aller poursuivre mon rêve. Quand, dans le fond, j'avais jamais même fait une course. Ouais. Tu savais même pas si Ouais. t'allais aimer ça, le vrai vélo, tu sais. Ben, je savais Personne que dans ton entourage qui fait du vélo non plus? Personne. Ah ouais. Non, personne. C'est fou de tomber dans un sport comme ça. Moi, j'y repense souvent, mettons, à mon passé. Puis la seule raison pourquoi j'ai fait les sports que j'ai faits et non d'autres, c'est parce que mes soeurs faisaient de la natation. Fait que j'ai fait de la natation, mais il n'y a personne dans mon entourage. Le vélo, c'était même pas quelque chose qui existait dans le sens où il y a personne que je connaissais qui faisait ça pour vrai. Là, tu sais. Ouais, des fois, c'est juste un addon comme ça. Un peu comme comment j'ai commencé la piste.
Parce qu'il y avait pas. Maintenant, il y a un super beau vélodrome à Bromont, nouveau. Il est intérieur, mais avant, c'était une piste extérieure à Bromont. Puis il n'y avait pas beaucoup de personnes qui l'utilisaient. Ça a donné que mon premier entraîneur, Patrick Gauthier, m'a introduit à la piste. C'était vraiment un addon parce qu'il n'y a personne qui faisait de piste. Puis j'ai comme. Ça allait super bien sur la route, mais là, j'ai trouvé vraiment mon sport. Parce que là, je pouvais développer des grosses puissances, faire des efforts un peu plus courts, ben vraiment plus courts même. C'était du sprint, un peu l'aspect contact, grind du hockey, mais sur un vélo, puis je triple le vélo. Fait que là, il y avait les deux mondes qui se rassemblaient. L'aspect explosivité du hockey, contact physique, vraiment corps complet, puissance. Exactement. Fait que tu as retrouvé ça. J'ai retrouvé ça. C'est drôle, hein, parce que, tu sais, les histoires, mettons, je sais pas, je pense à Geraint Thomas ou Bradley Wiggins, c'est des gars de track, initialement. Oui. En fait, explique-moi mieux le sport de track, parce que je crois que c'est peut-être ça que je comprends moins bien. OK. Puis c'est peut-être ça aussi qui est... c'est moins populaire dans la population globale, un peu comme la piste d'athlétisme en course à pied, c'est moins populaire que courir 5 km dans une course de rue, là. Fait que c'est quoi les différentes disciplines? Puis est-ce qu'il y a un grand range d'athlètes? Quand même un grand range, un peu comme track and field, en fait. Il y a les sprinteurs, il y a des disciplines de sprint, puis il y a les disciplines d'endurance. Donc, c'est pareil que track and field, le même genre de distance, le même genre de minutes. Donc, n'importe quoi en bas de 45 secondes, 1 minute, c'est considéré comme une discipline de sprint parce que tu avances seulement avec ton ATP. Tu vas pas dans ton aérobie. Tu vas pas dans l'aérobie zéro. Exactement. Puis après ça, ben là, il y a la section qui est endurance, mais c'est endurance court. Donc, du demi-fond. Oui, c'est du monde qui font des grosses puissances pour longtemps. Puis c'est pour ça que c'est une belle école. Après, dès un jeune âge, 18-19 ans, tu peux être excellent avec ces aptitudes-là. Mais si tu veux être un pro sur la route, ça prend du temps. Parce qu'il faut que tu t'allonges ça, de faire des 6, 7, 8 heures à des grosses puissances, ça prend du temps. Mais sur la piste, chez les athlètes, on va parler d'endurance, tu veux entendre d'endurance, ben, la grosse discipline, c'est la poursuite individuelle qui est 4 minutes. À peu près. Ça, c'est la plus longue sur la piste. Non, en fait, c'est la plus courte. La plus courte de cette distance-là, je comprends. De ce range-là. Endurance. Il y a la poursuite par équipe, qui est aussi 4 km, en bas de 4 minutes. Puis ensuite de ça, là, tu vas quand même un peu plus long, une dizaine à vingtaine de minutes, trentaine des fois pour le Madison. Je sais pas si tu as déjà vu. C'est quand même complexe. Là. C'est 2 par 2. Il y a beaucoup d'actions. C'est des belles courses, mais ça t'apprend vraiment à produire d'extrême puissance pendant un court laps de temps. Puis de récupérer sur le reste. De récupérer, monter vraiment ton lactate threshold. Puis après ça, quand tu arrives sur la route, tout ce qui reste à faire, c'est d'allonger ça avec les années, avec la maturité. Puis là, tu as un gars comme Bradley Wiggins, là, name it, Mark Cavendish. Il y en a beaucoup qui ont réussi grâce à ça. Philippe Ogana, qui est un peu l'épitome de ça en ce moment. C'est lui qui a le record du monde à la poursuite individuelle. Donc, c'est lui qui... C'est le record du monde d'une heure aussi? D'une heure aussi, exactement. Mais c'est un bon gauge. Le gars qui va faire le plus de puissance pour 4 minutes est probablement le gars d'endurance avec la plus grosse puissance. Puis c'est vraiment... c'est prouvé parce que Ghana est définitivement celui qui a le plus de puissance dans le peloton pro. Là. Fait qu'essentiellement, ça ressemble quand même aux distances puis à la délimitation qu'en natation on avait. Fait que c'était sensiblement les mêmes 3 genres de braquettes. Là. Fait que t'as sprint, demi-fond, puis 1500 en montant, mettons. Ce genre d'affaires-là. Oui, exactement. Il n'y aurait pas de demi-fond pour nous. C'est vraiment, ça se sépare. Il n'y a pas comme le demi-fond, ce serait... On irait dans le 2 minutes, 2 à 3 minutes et demie, ce serait ça. Mais il n'y a rien là. Ça finit à 1 minute qui est le kilomètre. Puis après ça, ça recommence aux 4 kilomètres. Puis le point que tu disais, puis je pense que c'est important juste pour les gens qui écoutent, parce que j'avais entendu que tu développais tes fibres rapides
le plus dans ta vie, tu développes tes fibres rapides quand tu es adolescent puis en croissance. Puis qu'après ça, c'est vraiment plus dur d'aller les redévelopper si tu n'en as pas fait à ce moment-là. Puis souvent, en tout cas, de mon point de vue de natation, les coachs groupe d'âge, ils focusent beaucoup sur le volume, alors qu'ils devraient vraiment focusser sur la rapidité, parce que le volume, tu peux aller le chercher plus tard dans ta carrière, comme tu expliquais, là. Oui, ça, c'est un sujet quand même complexe. Je peux te le vulgariser là, Vas-y. plus vite que je peux. Tu peux prendre ton temps aussi. Quand quand tu commences le sport, disons tu n'as jamais fait de sport, bon, tu as des fibres rapides naturellement. Tout le monde a des fibres rapides, tout le monde a des fibres lentes, puis il y a aussi un ratio de fibres intermédiaires. Puis c'est ça, de ce que tu essaies de m'expliquer, là, c'est pas tes fibres rapides changeront jamais. Tes fibres lentes changeront jamais. Tes fibres lentes sont là pour faire des longs efforts, des longues marches, des longues courses. Tes fibres rapides sont là pour faire des sprints. Pour faire des sprints. Je sais pas, dans la jungle, essayer de te sauver d'un lion. Exactement. Ouais. Les fibres intermédiaires, elles, puis là, tu sais pas nécessairement c'est quoi ton ratio. Ouais. Tu peux savoir, si tu as un bon jump vertical, des gros sauts, je peux te dire que tu es dominant fibre rapide. Ouais. Mais tes fibres... Ça, tu peux probablement l'observer chez des jeunes. Tu peux l'observer. Tu le vois. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Le sprint, tu peux pas apprendre le sprint. Mais tes fibres rapides sont vraiment malléables. Il y a des gens qui en ont beaucoup. Fait que oui, si à un jeune âge, tu fais que de la grosse endurance, ben ton corps va switcher de tes fibres intermédiaires à fibres lentes. Il va les amener à fibres lentes, c'est ça. Puis une fois que tu es dans fibres lentes, tu peux plus revenir. Ils peuvent plus ressortir. Oui. C'est ça. C'est ça le fait que c'est caveat. Comme un genre de dommage irréparable quasiment. Puis l'inverse, est-tu faisable? Tu sais, si mettons, quand t'es jeune, tu mets vraiment d'intérêt puis de... J'ai oublié le mot que je cherche. Là. Tu mets l'emphase, c'est ça que je voulais, sur les sprints, puis tu mets tes fibres intermédiaires deviennent rapides. Oui. Est-ce qu'ils peuvent après ça tourner roulant aussi? Eux autres, ils peuvent retourner. Ils peuvent retourner, exactement. Fait que c'est pour ça que l'important, quand t'es plus jeune, c'est de focusser moins sur la distance, sur l'endurance, puis plus sur les efforts rapides, en fait. Dépendamment de c'est quoi tes objectifs à long terme. Tu sais, si tu veux devenir un coureur de marathon... Faut que, je comprends, mais mettons quand t'es jeune, puis là, je parle plus d'un point de vue d'entraîneur, l'idée, c'est de ne pas spécialiser tes athlètes trop vite puis de laisser la porte ouverte le plus possible à qu'est-ce qu'ils vont avoir l'intérêt de faire quand ils vont être assez matures pour décider puis qu'ils vont avoir assez d'expérience pour décider par eux-mêmes, mettons. Oui. C'est plate à dire, par contre, au niveau du sprint, tu vas le savoir. Rapidement, oui. Tu as 14-15 ans, tu peux dire, OK, toi, tu vas aller dans une discipline qui est plus d'endurance. Ce ne sera pas le sprint, parce que c'est plus une discipline qui est naturelle, puis qui est moins... C'est vraiment entraînable quand tu as la base, mais si tu n'as pas la base, ça va être presque impossible de devenir un sprinter. Mais d'être un sprinter, tu peux toujours faire le switch pour devenir un coureur d'endurance. C'est ça, je comprends. Fait que toi, t'arrives là, ton coach, il te présente la piste, puis là, tu fais « wow ». Ça te parle vraiment. Oh my God. La vitesse, les forces G dans les coins, c'est malade mental. Si on le voit à la télé, mais ça donne pas les vraies perspectives. Il faut vraiment le voir en vrai. J'invite vraiment les gens à aller visiter le Vélodrome à Bromont. Là. C'est impressionnant. C'est des bankings, c'est 8 mètres, puis c'est 45 degrés. Donc, il y a des grosses forces G, ça va vite. On va jusqu'à 80 km/h seul. Des entraînements derrière la moto jusqu'à 90. C'est fou, ça. Ouais, ça va très, très vite. Puis, mais c'est le fun. C'est vraiment le rush d'adrénaline à ces vitesses-là. Puis comment ça se passe après ça, ta carrière, à partir de là? J'ai eu une carrière... J'ai eu quelques personnes qui m'ont guidé un peu, qui m'ont dit à peu près comment aller faire partie de l'équipe nationale. Mm-hmm. Donc, à 18 ans, j'ai pacté mon auto, puis j'ai été à Miami pour aller m'entraîner pendant l'hiver. Seul, là-bas. J'habitais comme dans mon char et dans un hostel. Puis je tripais, c'était un trip de vie. Puis ça a donné qu'en même temps,
que je m'entraînais, ça faisait peut-être 3 mois que je m'entraînais. Il y a quelqu'un dans l'équipe nationale qui s'est blessé. Puis je me suis invité à un camp De l'équipe nationale de l'équipe canadienne. nationale qui était basé à Los Angeles dans ce temps-là parce qu'il n'y avait pas de vélodrome Non, ici c'est au ça, Canada qui était potable. Ouais. Fait que j'arrive là, puis ça a super bien été. Super bien été, mais à la fin du camp d'entraînement, je tombe puis je me casse la clavicule. Ah ouais. Ouais. Parce que j'imagine que c'est une possibilité. Ouais, là. c'est toujours une Quand possibilité. tu tombes à de cette tomber. vitesse-là, tu tombes pour de vrai. Là. Ouais. On tombe pas souvent, mais quand tu tombes, Ouais. c'est un sport extrême. Là. Ouais. Donc là, je retourne chez nous, je m'entraîne, puis là, j'ai une autre opportunité quelques mois plus tard pour rentrer dans l'équipe nationale. Puis de là, j'ai rentré, puis plus jamais regardé derrière. Ah ouais. Ouais. Puis ça, on est en quelle année, là? Là, on est à peu Ta près première en- équipe nationale? j'ai rentré dans l'équipe nationale en 2000, genre fin 2010. OK. Fait que là, évidemment, il y a Londres devant toi Oui. comme un objectif. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est un objectif? T'avais quel âge à ce moment-là? À cette époque-là, je pense que j'avais 19 ans. 19. Puis Est-ce que tu voyais Londres comme un objectif ou tu te disais peut-être que mon tour, c'est dans 6 ans? c'était tellement nouveau pour moi. J'avais les aptitudes, puis j'étais rapide. Puis même qu'on a eu... J'ai commencé à faire le circuit de la Coupe du Monde. Puis à cause de ça, ben j'ai participé au trial olympique. Ouais. Puis j'étais assez rapide pour aller aux Olympiques. Ils ont sélectionné quelqu'un d'autre. Puis à l'époque, j'étais pas comme défait de ça. Justement, je venais juste de commencer. Je me Ouais. sentais pas nécessairement confortable d'aller aux Olympiques déjà. Là. Parce Ouais. que pour moi, c'est quelque chose que j'ai en moi. Je me présente dans des courses pour gagner. Moi, juste aller participer à une course, j'aime mieux même pas y aller. Mhm. Donc, à cette époque-là, il n'y a aucune chance que je gagne Aux Olympiques. aux Olympiques. Donc, j'aime mieux juste m'entraîner puis aller aux prochaines. Ouais. Fait que là, il y a dans ce bloc de 4 ans-là, de Londres à Rio, ça ressemble à quoi ta vie? J'habite à Los Angeles Pendant tout ce temps-là. pendant tout ce temps-là. Ben, presque pendant tout ce temps-là. Parce que là, en 2015, là, je m'entraîne, je commence à faire des résultats notables à l'international. Puis, en 2015, il y a les Jeux panaméricains qui arrivent à Toronto. Mhm. Puis là, le Canada construit un vélodrome qui est de calibre mondial à Toronto pour l'événement. Mais après ça, ça devient un leg pour Le reste, là. le reste pour l'équipe nationale. Ouais. Donc, à peu près été 2015, je déménage à Toronto, de Los Angeles, je déménage à Toronto. Puis là, c'est vraiment la première fois que je suis devant mes amis, devant ma famille, puis je fais un gros événement. Les Jeux panaméricains à Toronto, c'était énorme. Puis les étoiles étaient vraiment alignées. Là, pour moi, il fallait que je gagne, c'est à la maison, les médias, tout était d'envergure. Puis j'ai gagné. Donc ça, c'était vraiment un Ça moment devait être là, incroyable, ça. exceptionnel. C'est quoi, exceptionnel. t'es inscrit à quelle épreuve? C'est quoi les épreuves que tu fais quand tu fais ces compétitions-là? J'ai fait le sprint, le team sprint, Ouais. le sprint par équipe, excuse-moi, Ouais. puis le kérin. Le sprint, c'est quoi exactement, la distance? Sprint, C'est le 25 secondes que tu me parlais? Sprint, dans le fond, tu as une qualification qui est le 200 mètres lancé. Tu te donnes un élan, Ouais. puis là, ton temps, c'est seulement le 200 mètres, le dernier 200 mètres. OK. Puis là, tu vas, c'est toujours en bas de 10 secondes. Puis ensuite de ça, là, tu as des rondes. C'est 1 contre 1. Puis c'est comme, c'est un tournoi qui commence, on va dire, en 8e de finale, 1 contre 1, jusqu'à la Ouais. finale. Puis à partir des quarts de finale, c'est un 2 de 3. OK. Puis les courses, c'est Ça se passe dans une 750 journée? mètres. C'est 1 contre 1, 750 mètres. Ça se passe dans une journée? Ça se passe sur 2 journées. Dans les jeux, c'est... OK. Parce qu'il y a quand même pas mal d'efforts, là. Oui, mais dans des Coupes du Monde, c'est tout en une journée. C'est gros. Combien là. d'efforts ça peut faire si tu Ça te peut rends jusqu'à faire la au fin? moins 13 efforts. Des fois, non, c'est énorme. C'est énorme comme journée. Ça, même, tu dois être pété à la fin. là. Ouais, vraiment, vraiment. Puis, fait que je gagne le sprint. Je gagne le sprint par équipe. Puis, je finis 3e au kérin. C'était vraiment... J'étais sur un nuage, là. Mais, hein, Bien, ça devrait. surtout parce que mes performances me disaient « Hey, T'es sur la bonne voie, là. je vais avoir une chance
d'aller chercher une médaille aux Olympiques. Ouais. C'était surtout ça, c'était le statement de je gagne à la maison, mais je suis là. Ouais. Mhm. C'est incroyable, ça devait être débile. Ben, un peu dans l'ombre, je me suis entraîné pendant tellement longtemps. Là. C'était, euh, c'était un grind, tu sais, dans le silence. Puis c'est tout venu d'un seul coup. On va dire la présentation du résultat final de tous Ouais. ces efforts-là. Ouais. Fait que c'était vraiment incroyable comme moment. Donc là, après ça, ben, je gagne les Jeux panaméricains. Je me dis, hey, dans 1 an, les Olympiques, let's go. Je peux y arriver. Ouais. Je peux y arriver. Puis après ça, Après ça, là, la première chance que j'ai d'aller montrer mes aptitudes contre international. là, internationales, c'est à Cali, en Colombie, en 2015. Puis c'était une grosse Coupe du Monde. Puis je m'attends à aller gagner, puis faire un statement. Ouais. Je peux aller gagner les Jeux olympiques. Puis, donc, je m'en vais là, comme n'importe quelle Coupe du Monde. Il y a des gros entraînements. Il y a beaucoup de monde sur la piste quand on se fait les entraînements. Puis, comme je t'ai dit, les efforts, c'est jusqu'à 80 km/h Ben oui. avec plein de monde. Puis, à l'entraînement, je me donne un élan pour un 200 mètres lancé. Puis, il y a quelqu'un qui vient dans mon chemin. Fait que je l'évite. Mais je perds le contrôle avec les forgés de cette piste-là. La piste était tellement serrée. J'ai perdu le contrôle. Puis, j'ai shooté direct hors de la piste. Dans le fond, c'est comme un gros jump de 8 mètres. Puis j'ai Tabarnak. défoncé une rail, là, une grosse rail. J'ai défoncé. Puis là, Aïe. ça a arrêté mon rêve un peu là, sur Aïe, aïe. un temps. Là. Une Ouais. douche froide quand même. Là. Ouais. Puis tu cassé des affaires, t'as-tu? Oui, j'ai Ah, cassé 2 vertèbres dans le dos. Je me suis tout pété le nez, arraché la lèvre. Mon front, tout était arraché. Wow. C'était horrible. Là. C'est dans les plus gros accidents Ben là, man. qu'il y a eu en piste. C'est Puis ça, c'est même pas les plus gros accidents de ta vie, c'est les plus gros accidents de l'histoire de la piste, malheureusement, oui. Puis c'est sûr que c'est graphique. Là. La première personne qui est arrivée, ça a donné à la place de m'aider, a pris une photo. Fait que c'est ça. S'il y a des gens qui ont déjà vu probablement qui ont déjà vu la fameuse photo, mais c'est pour ça qu'il y a cette photo-là. Ouais. Parce que à la place de m'aider, j'ai pris une photo. Mais c'était... Pour la postérité. Voilà, là, je suis correct, fait que c'est correct. Là, mais, puis, donc, oui, douche froide. On pourrait penser que c'était vraiment la fin des... Puis, pour être honnête, presque tout le monde autour de moi pensait que c'était fini parce qu'il faut que tu qualifies pour les Olympiques. Ben oui, c'est ça. difficile, il faut que tu ailles faire des courses, puis des grosses courses, puis il faut que tu fasses des médailles ou des top 10 ou whatever. Si tu fait tout, il faut que tu fasses des gros résultats. Donc, presque tout le monde a un peu abandonné, mais moi, j'étais dans mon lit d'hôpital avec un peu... C'était la première fois en comme 10 ans que je m'arrêtais. Parce que moi, j'étais tout le temps... T'étais sur la go, là. Go, go, go. Je finis les Jeux panaméricains, je pense même pas, ah cool, je viens de gagner. Next. Je me suis jamais arrêté. Puis pour la première fois, je suis là. Je suis pas paralysé. Je suis en vie. Hey, ça a passé à un cheveu. Mais moi, oui. la dernière chose que je me souviens, c'est que le poteau s'en venait vraiment vite. Puis j'ai eu le temps de me twister la tête comme ça. Puis tout mon dos l'a pris. Mais si je me C'était la twistais tête pas, qui s'en venait, là. puis sur mon casque, là, tu voyais que ça avait tout éraflé le poteau. Tabarnak. Fait que si je touchais sur la tête, c'était fini, je mourrais. Là. ouais. C'était fini, c'est certain que je mourrais. Ça remet en perspective les affaires pareilles, là. Mais exactement. Là où tout le monde était « Ah, ça va-tu? » Mais c'était « Oui, ça va, parce que je suis en vie, puis je réalise la chance que j'ai de vivre de mon rêve, performer. » Fait que moi, ça m'a vraiment donné des ailes de sortir de là. C'est sûr, j'ai le dos cassé. Fait que tout le monde est comme ah, better luck next time. Ouais. Tu iras pas aux Olympiques. Mais moi, comme je suis, c'est comme non, Je vais au moins essayer. je vais m'essayer. Ouais. Puis mon coach à l'époque, lui a déjà gagné des médailles olympiques. Puis il se voyait un peu en moi. Fait qu'il s'est dit, écoute, rendu là, qui est-ce que je suis pour y enlever cet espoir-là? Mhm. Moi, je vais le supporter. Quand tout le monde a abandonné, lui a dit, regarde, on va t'amener à une course si tu es capable d'être prêt. Il restait juste une course, c'était à Hong Kong. C'était en janvier 2016.
C'est comme la dernière sélection. Dernière sélection, j'ai tellement pas fait de points qu'il faut que je fasse une médaille pour... mais c'est une épreuve de Coupe du Monde. Ouais. Tous les meilleurs sont là. Puis j'ai jamais fait une médaille en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, ouais. Donc, ça a été un 2 mois, là, avec les blinders on, de commencer de plus capable de bouger dans mon lit. Commencer de rehab complet. De rehab complète mais je suis tellement focus chaque jour. Je pense juste, je vais y arriver. Un focus total. Puis, donc, j'arrive à Hong Kong. Puis, des fois, t'as un feeling que pour peu importe la raison, c'est meant to be. Il y a quelque chose là. Je suis sur la bonne voie. Il y a quelque chose. Il fallait que je sois là. Ouais. Ça m'amenait là. J'avais cette paix-là où la plupart du monde aurait vraiment croulé sous la pression. Moi, j'étais comme... J'ai cette chance-là. J'ai cette opportunité-là d'être de retour sur mon vélo, même de juste pouvoir courir, puis de prouver à tout le monde qu'il n'aurait pas dû abandonner. Mm-hmm. Fait que j'arrive à Hong Kong, janvier 2016, au Keirin, qui est ma plus grosse discipline. Je gagne la première ronde, la deuxième ronde. Après ça, les demi-finales. Le Keirin, c'est-tu derrière l'espèce de vélo c'est bizarre? Derrière là? le petit Durney. Ouais. Le petit Durney qui nous amène à 50 km/h. Ouais. Puis après ça, dès que la moto start, la course commence, c'est 750 mètres. Premier arrivé. Puis c'est 6 coureurs. Donc, c'est super dangereux. Fait que tu pars de 50 km/h. Oui. Puis là, tu montes à 80. Ouais. Puis c'est super dangereux. Ouais. Donc, la journée se passe vraiment bien. Puis là, je me retrouve en finale. Puis j'ai pas le choix. C'est soit que je gagne une médaille, puis je m'en vais aux Olympiques, ou sinon, mon rêve est un peu gâché. Ouais. Donc, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais vraiment bien exécuté dans ma vie. J'ai vraiment pris contrôle de la course dès le départ. C'était comme... Il n'y a aucune chance que je réussisse pas. T'as ouvert Il n'y a direct aucune chance en partant. Le bike s'est tassé puis t'es parti. Je suis parti. Il n'y a aucune chance que personne me y a-tu de la draft ou t'en as juste pas? Pas si t'es en avant. Non, c'est ça. Non, mais dans le sens, il y a de la stratégie sur 750 mètres. C'est pas juste à bloc. Oui, il n'y a personne qui veut aller en avant dès le départ. Ça. Mais moi, toi, t'as fait fuck that, le vélo se tasse, man, je pars. Ouais. Good luck de me passer. Là. Si vous êtes capable, bravo. Mais moi, je vais vraiment donner... C'est vraiment comme... une espèce d'énergie du désespoir. Là. Est-ce que vous avez... Juste avant qu'on continue sur cette trajectoire-là, est-ce que vous avez des power meters pendant les courses ou non? Oui. Fait que toi, sur cette course-là, tu sais ça ressemblait à quoi ou pas du tout? J'ai même pas mis le power meter pour ça. Ah ouais, hein? Moi, t'as fait fuck that. Quand t'es rendu à la dernière course, on s'en fout. Là. On s'en fout de tes données. Mais même pas par curiosité, là. Tu n'as rien à voir avec ça. Non, faut juste c'est juste une distraction à ce point-là. Ouais. Puis, comme tu peux t'en attendre, je finis deuxième. Ouais. Le gagnant dépasse par un pneu. Puis c'est comme ça que je me suis qualifié pour mes premiers jeux. C'est fou, ça. J'ai passé de l'extase 2015, Jeux panaméricains. Dans ton lit d'hôpital, aux Jeux olympiques. Au pire moment de ma vie. Ça n'a pas de sens. Ou encore plus haut que 2015. Parce que au niveau de la fierté, oui. Puis aussi de pas avoir abandonné. Ouais. Parce que c'était un message que j'essayais aussi de véhiculer depuis que j'étais sorti des îles à Madeleine. C'est tough, là, quand tout le monde entend hey, tu veux devenir un cycliste? Ouais. OK. Genre, tu sais, bonne chance. Ouais, tu sais, je veux dire, quand t'arrives à accomplir quelque chose comme ça, encore une fois, c'est si tu crois vraiment en ton rêve, là, t'es vraiment convaincu. Il y a quelque chose là. Mm-hmm. Je vais encourager le monde vraiment à explorer ça. Parce que si t'as pas le choix d'accomplir ton rêve, puis que ça soit plus juste un rêve, c'est vraiment la réalité. Ça devient une réalité, ouais. Ouais. C'est... Si tu donnes pas de place à l'échec, c'est là que la magie arrive. Si tu te laisses pas la chance de... Si tu te laisses pas
la porte de sortie si t'as pas d'autre option. Là, tu sais. Exactement. Ouais, ça, c'est sûr. Oui, c'est clair. exactement. Mentalement, c'est très difficile parce que c'est beaucoup de pression. Ouais. Mais moi, j'ai été chanceux, comment mon cerveau fonctionne. Plus il y a de pression, plus le stress monte, plus je suis on. Mm-hmm. Est-ce que j'aime ce feeling-là? Non. J'aime pas, comme tout le monde, le gros stress, j'aime pas. Mais en termes de performance physique, je monte vraiment à un niveau que je pourrais pas être si c'était juste une course sans importance. Je comprends. En termes de highlights après ça, de ta carrière, sans repasser à travers tout le cycle olympique, là, ça ressemble à quoi après? Après ça, ben il y a plusieurs médailles en Coupe du Monde. C'est sûr qu'il y en a une en particulier, puis des titres de champion panaméricain, mais il y en a une en particulier, mon retour à Los Angeles en 2000... Je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'est 2017 ou 2018. J'ai fait un retour là-bas, puis j'ai gagné la médaille d'argent en Coupe du Monde. Là, ça, c'était spécial, parce que c'était un retour où j'ai vraiment commencé. Mm-hmm. Puis... ben aussi participation à un autre jeu olympique. Ça, c'était une Rio fierté 2000, aussi. Tokyo 2021. Ouais. Ça, c'était... Tokyo 2020 en 2021. En 2021, exactement. Ben, avec les logos de Tokyo 2020, quand tout le monde est en 2021, il n'y aurait pas pu refaire le branding? Ben, je suis vraiment différent de presque l'entièreté des athlètes. Moi, je n'étais pas dans le game pour faire des courses. Moi, j'adore me pousser puis m'entraîner. Ouais. Fait que moi, mon but, c'était de gagner des courses pour pouvoir t'entraîner encore plus longtemps. À m'entraîner. Je comprends. Juste faire ça de ma vie, être professionnel. Fait que moi, le day-to-day, c'est ça qui m'attire. C'est ça que t'aimes. Vraiment. Ouais. Fait que les courses, pour moi, tu me demandes, c'est quoi les plus beaux moments? J'en ai des super moments, mais les meilleurs moments, c'est des blocs de vie, de progression, de grind, Donc, moi, j'ai vraiment aimé ma carrière à cause de ça, parce que j'aime tellement ça, me pousser, me dépasser à l'entraînement. Ben, man, c'est un segue parfait pour mes prochaines questions. Où est-ce que là, je veux te questionner et te griller sur comment améliorer mon bike, améliorer mon power. Okay? Tu parlais tantôt de tes entraînements qui peuvent prendre 3 heures puis faire 10 efforts dans 3 heures. Peux-tu me les définir un peu, ces entraînements-là, puis à quoi ça ressemble, les efforts? Commençons par ça. OK, moi, c'est vraiment des entraînements de sprint. Après ça, je t'expliquerai à peu près comment tu pourrais vraiment améliorer ta puissance plus au niveau endurance. Oui, tout à fait. Je commence ma journée, je fais un échauffement sur le vélo, peut-être une 20aine de minutes, qui se finit avec... Stationnaire ou tu tournes? Soit stationnaire ou qui tourne. Souvent, je suis sur les rouleaux. Ouais. Je fais 20 minutes de ramp-up, puis je finis avec un sprint. Okay. Peut-être une dizaine de secondes. Tu finis avec max? Ouais, max. Okay. Max. Okay. Max. Ensuite de ça, là, je monte sur la piste. Je vais me faire 3 à 4 quand même gros efforts, mais jamais plus que vraiment une quinzaine de secondes sur la piste. Okay. Des efforts. Peu importe c'est quoi que j'ai comme entraînement ce jour-là. Disons, je fais des départs arrêtés, mais là, ça va être plus dans cette section-là. Plus, je vais faire des efforts proches d'arrêter ou arrêter avec des plus petits braquets ou plus gros braquets, whatever, whatnot, pour être prêt, vraiment être bien réchauffé pour l'entraînement qui s'en vient. Après ça, ben là, le vrai bloc, tout ça, ça compte comme entraînement, mais le vrai bloc, les vrais efforts commencent. Tout ça, c'est un peu le warm-up. Ça, c'est le warm-up, exactement. Ça. Mais tu sais, mon warm-up, pour n'importe qui, c'est un entraînement complet. Là. OK. Ensuite, ben là, je commence mon... C'est quand même bon, ça. Ouais, parce que tu sais, on est un an et quart, un an et demi in, non, c'est ça, exact. Là, je commence. Ouais. Je me rappelle à amener, quand je nageais dans le Rouge et Or, moi, je faisais du sprint, fait que je faisais beaucoup de muscu. J'étais souvent dans la salle de muscu. Puis il y avait des gars qui faisaient du plus long que moi, qui eux autres passaient moins de temps, puis évidemment qui étaient moins forts parce qu'ils avaient moins développé ça. Puis je m'amusais quand les gars, on faisait des 5 reps max au bench press. Puis là, il y a un gars qui finit sa 5e rep, puis là, il vient pour enlever les plates. Je fais non, man, faut que je m'échauffe.
Puis là, je prenais ses plates, tu sais, je fais son... Pas que j'étais particulièrement fort, mais ça me fait rire que tu dises mon warm-up, c'est le training de certaines personnes. Ah ouais. Ouais, c'est juste long, je pense, plus que Ouais, non, je comprends. niveau je comprends. d'effort. Là, Fait que quand les trainings commencent après ce 1h15 là, ça ressemble à quoi? là on a un autre, peut-être 1 heure à 1 heure et demie d'entraînement. Là, c'est des sprints. Disons, dépendamment de la longueur de l'effort, ben là, j'ai besoin de plus de repos Ouais. entre. Si je vais dans n'importe quoi où je produis du lactate, fait que n'importe quoi au-dessus de 25 secondes, là, ça va me prendre au moins une bonne vingtaine de minutes avant d'être à 100%. 20 minutes, repos complet De ou repos, ouais. actif? Ben, actif, tu sais, je continue à rouler un peu autour, après peut-être un bon 15 minutes, repos complet, après ça, je roule un petit peu, puis là, je refais un autre effort. Fait que tu fais... Ça, c'est tellement... Mais c'est parce que c'est l'efficacité. À un moment donné, tu deviens tellement efficace dans ton mouvement puis dans ta production de puissance que en 25 secondes, je peux Mais non, c'est ça. m'accoter, là. Exact. Genre, c'est un effort. Puis ce qu'il faut récupérer, oui, après 10 minutes, je pourrais probablement y retourner, mais c'est mentalement, c'est nerveusement. Fait que moi, il faut que je fasse attention plus que physiquement, c'est mon système nerveux. Tout ce qui est le focus, ça prend tellement de jus. Quand tu es efficace, là, ça prend beaucoup de jus, le sprint. Donc, c'est pour ça, les longues périodes de repos, c'est pour ton cerveau plutôt que pour ton corps. Mais ce que tu dis là, mettons, pour des efforts, là, on parle de 25 secondes à combien de temps, mettons? Ah, ça peut aller jusqu'à 1 minute. OK, fait que 25 secondes à 1 minute, avec un rest complet d'une vingtaine de minutes. Ah, Moi, pour 1 minute, ça serait plus que 20 minutes. Tu me dis ça, là, puis en natation, on est un sport déconnecté. Les gens qui m'écoutent, ils savent qu'est-ce que je pense de ça, mais en natation, on faisait, mettons, même quand tu étais un sprinter pur et dur, là, fait que tu faisais du 50-100, ça veut dire que ton effort le plus long dure 50 secondes, mettons, ça c'est l'effort le plus long que tu faisais, là. On faisait des sets de genre 6 fois 100 mètres avec 1 minute de repos. Le plus vite possible. Mais si tu travailles pas ta zone de sprint, parce que tu n'es pas dans cette zone-là, c'est impossible d'aller chercher. Pour moi, qu'est-ce que tu m'expliques, c'est un entraînement d'endurance. Exact. C'est pas de sprint. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça mon point. En natation... Mais si tu es un sprinter, puis tu vas vraiment pour vrai à fond, on va dire 1 minute, même si je te dis comme dans 10 minutes, tu y retournes, tu seras pas capable. Tu seras pas capable. C'est ça, mais ce qu'on faisait pour compenser, ce qu'on faisait, c'est qu'on n'était jamais à fond. Fait qu'on entraînait jamais. Parce qu'on savait que c'était ça le set. Fait que, OK, là, tu me dis qu'il faut que je fasse 8 fois 100. Si j'en fais un vraiment le plus vite que je peux, j'en fais pas 7 autres. C'est impossible, tu sais. Puis, fait que là, on faisait notre set en ayant ça en tête. Puis, l'entraînement, c'était ça. Puis, t'améliores pas ton sprint en faisant ça, là. C'est encore drôle parce que je vais te conseiller de faire un entraînement en particulier qui est un peu ça. Peut-être que tu l'as déjà fait, mais je vais rajouter une variante, là. Il y a une chose que les gens veulent pas faire qui peut vraiment améliorer ta performance. OK. C'est quoi? C'est aller dans tes zones de lactate. Ouais. Parce que c'est vraiment tough. La vraie clé pour moi de devenir même le meilleur coureur d'endurance, whatever, course à pied, natation, c'est d'avoir un très, très haut lactate threshold. Mm-hmm. Donc, combien de puissance tu es capable de produire sans que le lactate commence à rentrer? Fait que faut que tu repousses ce Pour ça, il faut que tu t'entraînes dans les zones où tu en produis du lactate. Mm-hmm. Le lactate, pour le monde qui sont un peu confus à la maison, c'est un peu quand tes jambes te brûlent, ben c'est ça. Ouais. C'est quand tu n'as plus assez d'oxygène qui arrive pour... flusher ça. Non, quand tu n'as plus assez d'oxygène pour amener tes muscles à produire de la puissance, mais là, tu as une molécule, l'ATP, qui take over. Donc, un processus d'anaérobie. Ton corps, il produit de la puissance sans même oxygène. Mais ça a une limite. Ça a une limite
qui est peut-être vers les 30 secondes, 45 secondes. Là, tu as tellement produit d'ATP que ça remplit les déchets de ça, le lactate vient comme de gonfler, brûler les jambes. Fait que c'est vraiment important de travailler dans ces zones-là, mais ça fait tellement mal. Ça te met au défi à quel point tu veux aller vite et à quel point tu veux performer. Veux-tu avoir un bon sprint? Veux-tu performer sur même dans n'importe quel sport? Si tu as une grosse puissance anaérobie, tu vas être un minimum de bon dans tous les sports. Puis, c'est quoi les trainings que toi, tu fais pour repousser cette limite-là? Parce que pour repousser les trainings, les limites anaérobiques, c'est pas avec des repos de 20... C'est pas de faire une minute avec des repos de 20 minutes, là. Ben, quand t'es ultra efficace, moi, si je me fais une minute... T'es capable d'aller là, je suis capable de genre... Je peux plus bouger, puis c'est de la torture. Mon corps, après, là, c'est de la torture. Ça fait mal, là. Fait que c'est un peu la différence entre le sprint et l'endurance. Le sprint, c'est un peu comme... Après un gros sprint long, c'est tellement douloureux. Puis ça dure peut-être 20 minutes, puis après ça, c'est terminé. Tandis qu'en endurance, c'est jamais dans ces douleurs-là, mais tu souffres. Mais tu freines longtemps. Tu souffres. Tu freines ça longtemps. C'est de la souffrance. Ouais. Il y a une façon vraiment connue pour améliorer ça. Puis aller dans ces zones-là, avant d'être capable de faire une minute all-out, il faut que tu apprennes à ton corps à utiliser l'ATP. Puis même quand ça fait mal, tu continues à pousser. Mm-hmm. Plus tu es efficace, mais plus tu es capable de pousser, plus ça va faire mal. Ça s'appelle le Tabata. Puis tout le monde entend parler de Tabata, puis tu dis, on va faire ça. Mais la vraie manière de faire Tabata, c'est absolument all-out. C'est 8 fois 20 secondes on, 10 secondes off. Oh! Puis là, tu te mets ton... bloc. Oh, tu mets ton power meter devant toi, là. Tu vas à fond pour 20 secondes, là. Puis là, tu vois, c'était quoi ton max... Combien de fois tu le fais? 8 fois? Là, tu sais c'est quoi ton max power? Ouais. Mais tu essaies de recréer ça à chaque fois. Tu vas à fond à chaque fois. Rendu au 8e, c'est meurtrier, ça, man. C'est débile. Ouais. Mais... Ça dure 4 minutes, dans le fond. Ouais. Mais c'est sick, ça. Tu me le dis. C'est la torture. Tu sais, l'autre jour, pour le plaisir, c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Après un training, je me dis, bon, là, parce que j'avais vu, je pense que c'était, je sais pas, Van Der Poel attaqué dans une affaire, puis j'avais vu ses stats, puis c'était genre 1600 watts pendant 10 secondes. Puis là, j'ai fait, je vais au moins essayer de me rendre à 1000 watts une fois, genre voir 4 chiffres sur le power meter. Puis là, j'ai essayé de monter, j'ai monté. Finalement, je me suis rendu à 976, puis ma clip a lâché. Puis là, j'ai fait fuck, esti, genre, j'étais rendu. Mais là, j'imagine ça. Puis j'étais à la fin, ça m'a pris 10 secondes peut-être de me rendre là, mettons, juste, tu sais, ramp up puis essayer de me rendre là. Puis à la fin, j'étais écrasé sur mon bike, genre, la tête de même dans les bras, puis j'étais fini, là. Fait que j'imagine ce que tu dis là, ça doit tellement être tough, cette training-là. 10 secondes off, là, c'est vraiment pas long, là. C'est atroce, mais il faut que tu ailles dans ces zones-là pour comprendre c'est quoi tes limites. Ouais. C'est quoi tes vraies limites. La seule autre manière que je pourrais dire c'est sûr, si tu vas aux îles de la Madeleine, tu fais du vélo avec 50 km/h de vent dans la face, là, ça va te montrer tes limites. Ouais. Mais les montagnes. Montagnes, en vélo de route, c'est une belle manière de trouver tes limites. Mm-hmm. Va faire, je sais pas, le Tourmalet, 20 km de montée. Ouais. Des grandes montées comme ça, ça va vraiment t'apprendre à quel point tu es capable de te pousser parce que tu n'as pas le choix. Sinon, tu tombes, c'est ça. Sinon, tu tombes. Ouais. Puis là, tu vas dans des nouvelles zones. Puis j'encourage aussi les plus jeunes coureurs de le faire avec des amis, avec d'autres mondes. Si tu es tout seul, tu as tout le temps l'option de faire je retourne de bord. Mais si tu as du monde autour de toi, puis tu veux pas quitter le groupe, ben t'as pas le choix. T'as pas le choix. Ouais. Mais tant que t'as pas été dans ces zones-là, tu sauras pas c'est quoi tes limites. Puis souvent, un des plus gros limiting factors, c'est pas le talent, c'est plutôt
que les gens ne savent jamais vraiment jusqu'où ils étaient capables de se pousser. Mhm. Parce qu'il n'y avait pas de but particulier qu'il fallait, tu sais, un do or die, il n'y avait pas ça, fait qu'ils n'ont jamais été vers cette douleur-là, donc ne performent pas, puis ils se disent, ah ben, c'est juste pas pour moi. Mais c'est là que l'aspect mental, tu vois, est vraiment plus important qu'on le pense, puis surtout quand tu t'arrives, sprint moins que endurance. Là. Endurance, là, c'est les gars, les pros, là, c'est des mentales de fou, là. Ah, Ça n'a pas de sens. Souffres, là. Ouais. Tu souffres, ouais. Puis, tu sais, juste le record d'une heure, là. Ouais. Le record d'une heure, là, je sais pas si le monde qui écoute, faut réaliser à quel point une heure à bloc, c'est fou, là. Parce qu'il faut jamais... Probablement qu'après 10 minutes, t'as envie d'arrêter, là. Probablement qu'après 10 minutes, tes jambes sont... Genre, t'es loadé, puis tu vas arrêter, sûrement, là. Ben, en perception de l'effort, après 5 minutes, n'importe qui voudrait arrêter. Ouais. Sauf que la personne qui le fait, lui, il sait où il est, où C'est il en ça, est. Mais exact. oui, ouais, Fait que pendant 55 minutes, tu t'es comme... Ouais. Non, j'arrête pas. Ça fait mal. C'est sûr que c'est dans ces genres d'événements-là que c'est important d'avoir un bon lactate threshold. Exact. Parce que là, t'es quand même limité à la douleur que tu peux vivre. C'est vraiment difficile, probablement, dans les 20 dernières minutes. Mhm. C'est extrême douleur, mais tu peux pas être à terre sur le cul à 5 minutes parce que non, il te reste un bon bout à faire. Là. C'est de la tolérance. Ouais. De ce que j'entends, dans le fond, si je prends en considération ce que tu me disais tantôt de ton heure et demie en endurance que tu fais aussi dans ta semaine, ça me semble quand même un système pyramidal, là, dans le sens où tu sembles avoir une grosse base d'aérobie de base, comme on parlait de zone 1, zone 2. Après ça, tu as un genre de 15% qui est en endurance, si on considère ton 1 heure et demie, en termes de distance puis de temps passé à l'effort. Ouais. Puis après ça, tu as un 5% de ultra sprint, ultra anaérobique. Est-ce que je me trompe? Ou tu penses que c'est plus que ça? Ouais, plus que ça. Ouais. Ah ouais, hein? Plus que ça. Ouais. En termes de distance même? Pas en termes de distance. Non, pas en termes de distance. Mais en termes de temps, parce que mettons, tu sais, calculons pas en le termes 20 de temps, tu veux dire calculons comme 5% pas en termes de temps. Oui, le 20 minutes de repos là-dedans. oui, là, c'est sûr. Là, en termes de temps dans ta semaine, c'est sûr que tu mets... Par sprint de 5 à, je sais pas, 45 secondes. C'est ça. C'est rien, là. Ouais. C'est rien. Ouais. Fait que le repos, mettons qu'on compte pas le repos entre les reps, là, ça ressemble à peu près à ça. Là. Ce qui est quand même... C'est quand même reconnu comme étant quelque chose d'efficace. Ouais. À part ces séances-là sur le bike, qu'est-ce que tu fais en muscu de spécifique à ça, de spécifique au vélo? Parce que t'es calissement en shape, là, en ce moment, n'importe qui check sur Instagram sait à quel point t'es en shape. T'as-tu besoin d'être fort du haut du corps à ce point-là? T'as-tu besoin d'être jack du corps? Du corps, définitivement. Faut que tu sois vraiment, vraiment très fort. Puis faut que tu sois fort. Une des meilleures manières de faire le transfert. Dans le fond, tu fais ça pour faire le développement de la force. Ouais. Avec la grosse force, jusqu'à 6 reps. Il faut que tu deviennes très, très fort. Mais il y a une transition de la force jusqu'à la vitesse. Ouais. Puis la force fois la vitesse, c'est la puissance. Donc, tu peux faire des gros squats, puis après ça, aller sur le vélo, puis ça ne se transfère pas nécessairement parfaitement, mais tu peux faire des exercices intermédiaires pour, justement, ta pyramide. Tu commences avec la force, bien là, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de lift olympique, soit des clean and jerk, de l'arraché. Je fais beaucoup d'arraché. C'est vraiment, beaucoup d'explosivité, puis c'est super efficace, mais ça prend quand même un minimum de haut de corps. Mm-hmm. Le haut de corps, moi, je prenais de la masse très, très facilement. J'ai tout le temps fait attention. Je voulais pas prendre de masse. Parce que, oui, je veux être super fort, mais en même temps, c'est de la masse frontale. Parce que le plus vite tu vas, plus il faut que tu sois aérodynamique. Ouais. Même au niveau de l'aérodynamisme. Oh my God. Oui, exactement. Tu peux pas être trop gros. Ghana, il est tout petit, là. Du haut du corps, là. Il est tout petit bras. Oui. Ils sont... Puis c'est important parce que c'est watts par kilo.
Mais quand j'ai arrêté, mais j'adore m'entraîner l'autre corps. Fait que quand j'ai arrêté le vélo, un peu juste après Big Brother, j'ai pris ma retraite. Mhm. Mais là, tout d'un coup, je pouvais m'entraîner l'autre corps. Fait que j'ai été un peu À fond, là. crazy là-dedans. là. Mhm. Fait que j'ai fait un peu, peut-être un 6 mois à 1 an de. Je m'entraînais encore fort les jambes, mais je faisais beaucoup de musculation sur le haut de corps pour toutes les années que je pouvais pas. Là. Ouais. Ouais. J'ai vu la photo que tu avais partagée, là. Photo de toi, je pense que c'était en 2001, une photo de toi maintenant. Ah, ça c'était. C'était Non, quoi? non, c'était pas en 2001. C'était à quel moment, ça? 2001, j'avais comme. J'avais 10 ans. Ah, pas 2001, 2021, excuse-moi. 2021, ouais, 2020, 2021, ou 2020. Ouais, ça c'était juste avant, juste après, pendant COVID, juste avant COVID. Ok. Ouais, ouais. Fait que À peu mais tu t'entraînais encore? Je m'entraînais, pour aller ouais, aux j'avais Olympiques? un gros niveau, même avec cette shape-là. Ouais. Euh, Lié à mais quoi? C'était-tu juste que c'était la shape que tu avais pour cette performance-là ou c'était. non, c'était vraiment le. Puis ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde, là, parce que j'ai plein de trucs et astuces, Ben ok, oui, comment devenir t'accumules fit. ça ouais. Mais la plus grosse chose, c'est de faire attention à ton niveau de cortisol, qui est ton hormone du stress, que ça soit pas trop élevé. J'étais à un moment dans ma vie, j'ai tellement eu de pression pendant longtemps, puis du stress, il faut tout le temps que je performe. À un moment donné, ça a comme... Ça... Ça m'a porté à un peu à perdre le contrôle. Puis là, tout d'un coup, c'était de plus en plus difficile de contrôler mon poids. Ah ouais. Oui, parce que quand tu es sous beaucoup de stress, c'est presque impossible de perdre du corps. Parce que c'est juste un mécanisme naturel du corps. Mhm. Quand tu es en danger, ton cerveau va pas faire « Hey, on va préserver sa masse musculaire, puis c'est du gras. » Non, c'est le contraire. Tu es en Mhm. danger. Il faut s'assurer qu'il y ait des nutriments si quelque chose d'autre arrive. Fait que Ouais. c'est juste un réflexe Tu naturel. veux survivre Il encore. veut là. survivre, exactement. Donc, puis à cette époque-là, je performais à un super haut niveau, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien mentalement et physiquement. J'étais vraiment pas bien. Donc, j'ai cette photo-là que j'ai postée, que j'avais jamais montré à personne. C'était vraiment la journée où je me suis regardé dans le miroir et je fais aïe aïe. J'ai pris une photo. Je me suis dit, de là, genre, je prends ma vie en charge. Je vais je vais m'outiller pour avoir moins de stress dans ma vie. Puis vraiment m'occuper de ça. C'était même pas une affaire de nutrition. Là, Pour c'était... avoir fait une télé-réalité, aller à une télé-réalité, c'est pas la meilleure façon d'éliminer le stress dans une vie. Là. Ben, Je vais te dire ça tout de suite. écoute, là. on peut s'en parler. On peut s'en parler. Moi, c'était vraiment particulier. Tu me mets dans une maison, puis tout le monde était stressé Ben là, oui. à Big Brother. Mais moi, tu me mets dans une maison, je peux m'entraîner, manger, socialiser. C'est ma vie, ça. Moi, puis rien faire d'autre. Mhm. Pas de médias sociaux, pas de télé, pas rien. Pour la plupart du monde, c'est un melting breakdown. Mais pour moi, c'est comme... C'est la vie. Là. C'est C'est la la vie. vie. C'est Ouais. ma vie. Ah ouais. Fait que je suis comme un poisson dans l'eau. Et en plus de ça, j'adore socialiser. Fait que là, en tout temps, non quelqu'un seulement à il qui faut parler. non seulement j'ai quelqu'un à qui parler, il faut que je parle au monde. C'est Ouais. ma job, c'est ça. Si tu veux gagner, faut que je socialise. Puis moi, je faisais une game qui était que sociale. Je voulais pas gagner rien. Je voulais me rendre du début à la fin juste sur le social. Mhm. Donc, moi, j'ai pas été stressé dans la maison. Puis Ouais. après, parce que moi, c'était pas pendant nécessairement comme après, ou est-ce que là, après, genre, tu vis un espèce de tourbillon, le monde te reconnaisse, puis c'est pas la même affaire. Là. C'était pas le fait que le monde me reconnaisse plus que... Bon, là, il y a personne qui parle de ça, puis je trouve ça weird, là. Dans la maison Big Brother, le temps s'arrête. Ouais. Tout va au ralenti. Mais comme une semaine, là, c'est comme... Surtout au début, là, une semaine, en termes de perception, c'est comme 2 mois dans la Ouais, vraie je te- vie. je te crois. Tu reviens comme un petit enfant de 5 ans, tu sais, quand tes journées étaient tellement longues, mais c'est la même chose là-dedans. Puis c'est à cause que
parce que j'ai regardé beaucoup et pourquoi ça arrive, c'est parce qu'il y a tellement de nouvelles informations à assimiler, comme quand tu es jeune, tout s'allonge, puis ton cerveau ralentit pour essayer d'accumuler toute cette information-là. Tandis que dans la vie de tous les jours, d'habitude, les journées passent de même parce que tu sais déjà tout. Tu te laves, tu es dans ton char, tout est déjà seté. Mais là, tout est nouveau, donc ça va au ralenti. Puis c'est ça qui fuck le cerveau. Parce que là, tu es au ralenti. Moi, c'était 13 semaines. Nous, tu sors de là. Dans le fond, ça fait 2 ans que tu es là. Ouais. Puis tout réaccélère. Mais là, one shot. Genre, ça te rentre d'en face, là. C'est... Ah, je comprends absolument ce que tu dis. Puis tu t'es plus capable de... T'es plus capable d'attraper ta journée. Genre, tu commences ta journée à finir. Puis de sortir de là, c'est déboussolant. Parce que t'es dans Big Brother, tu regardes le monde dans les yeux. Ouais. Tu parles, t'es là, pour vrai. Puis tu sors, là, puis tu parles au monde, puis là, ah ouais, ok. Puis là, t'as quasiment le goût de dire, hey, non, mais je te parle, qu'est-ce que tu fais? Mais tout le monde, puis là, tu réalises, mais tout le monde est comme ça en tout temps. C'est juste que je suis plus habitué à ça, puis c'est la réadaptation au monde normal. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. En fait, nous, les finalistes, c'était Steph puis Ellie. Les 3, là, ça nous a pris longtemps à revenir comme à la réalité à cause de ça, parce que t'es tellement dans un cocon, c'est un peu c'est un traumatisme. Ouais, non, je comprends absolument. C'est un traumatisme. Il n'y a pas grand monde qui peut comprendre ça, mais moi, je pense que je fais partie d'une des, oui, exactement, des personnes qui peut très bien comprendre comment ça se passe. Là. Ah oui. Ouais. Avant de te laisser partir, j'ai une couple d'autres questions. Ben, vas-y. T'as-tu des... Parce que des fois, je vois tes posts Instagram où est-ce que t'es à 200 RPM, puis plus que 200 RPM. Ah, ouais. Moi, mettons, je suis sur Zwift, puis il me dit « OK, on fait un effort à 120 RPM. » Puis je trouve que 120, là... Je trouve que c'est beaucoup d'RPM. Ben oui, c'est beaucoup d'RPM. Même pour moi, c'est beaucoup d'RPM. Mais j'ai l'impression que je serais incapable de me rendre à 200 RPM parce que, de ce que j'en comprends, mon pedal stroke est sûrement pas optimisé pour être capable de pas me mettre à sauter sur place, là, tu sais. T'as-tu des drills pour être... Premièrement, pourquoi est-ce que ce serait important d'être capable d'être efficace à des RPM élevés? Puis deuxièmement, ou si ça l'est pas, là, tu me répondras. Ou deuxièmement, tu sais quoi les drills pour améliorer ça? Améliorer le pedal stroke. Pour n'importe quel coureur d'endurance, je pense pas que c'est nécessaire d'aller dans ces RPM-là. Mais à quoi ça te sert, toi, considérant que même quand tu montes pas à 220 RPM dans tes courses, là? Non, mais c'est ton efficacité. Puis, dans le fond, quand tu fais un sprint ou n'importe quel effort de sprint, tu as une fraction de seconde pour produire ta puissance. Ouais. Quand tu vas à des super hauts RPM, 250 ou plus, mais là, ton pedal stroke, on va dire, tu avais de là, tu sais, le rond, tu as de là à là pour produire de la puissance. Là, tu as comme ça. Ouais. Puis il faut que tu sois capable, en cette fraction, ce petit moment-là, de mettre toute ta puissance. Fait que ça pratique ton système nerveux à être efficace, à vraiment pousser des grosses puissances en une fraction de seconde. C'est utile pour un sprint. Le reste du cadran, tu l'utilises pas? Ben, j'utilise absolument. Dans les courses, là, je vais jamais vraiment au-dessus de 145 RPM. C'est ça. Puis là, pendant ce temps-là, tu as un pedal stroke complet, tu n'as pas le choix. Oui, exactement. Puis comment tu améliores ton efficacité sur le pedal stroke? Parce que, tu sais, je veux dire, n'importe qui monte sur un bike au début va juste pousser. Oui. Il va juste faire le deuxième cadran, si on veut. Oui. Là, ou, fait comment tu améliores ça pour être capable d'utiliser la rotation complète? Ben, c'est vraiment primordial, vraiment important. Tout le monde est différent un peu, par exemple. Il y a du monde qui sont plus dominants des quadriceps, donc plus de poussée. Moi, c'est vraiment chaîne postérieure. Il y a une vidéo de toi qui fait des dip down, là, tu sais.
T'as comme un élastique sur toi, puis là, tu fais juste te descendre, là, puis on voit tes ischios, là. Ah oui, ça va. Ceux qui veulent voir des ischios définis, Ouais. vous pouvez en voir dans cette vidéo-là. Là. Ah oui, des Nordiques. Mais man, ça n'a pas de style bon sens, là. Il y a comme une boule que je savais pas qu'il existait. Il y a en arrière là, je savais pas que ça existait, ce muscle-là. Cette boule-là, ce muscle-là, c'est les ischios, est super, super important dans le cadran, justement, pour remonter. Pour ramener par en arrière. Ramener. Puis tes fessiers aussi. Fessiers, c'est dans les muscles les plus forts de ton corps. Fait que, la plupart du monde ne font que pousser. Tu utilises un peu, mais si tu produis de la force efficacement pour toute la durée de la pédale, ben évidemment, tu utilises plus de muscles, donc tu fais moins d'efforts. Ouais. Puis t'es plus balancé aussi. Oui, t'es plus balancé. Même au niveau de ta posture hors sport. Là, oui, exactement. Puis c'est quelque chose qui est vraiment underrated. Sur le vélo, le monde sont comme « Ah, je vais faire des training FTP, this and that », tu sais, vraiment spécifique dès le départ. Mais le vélo, c'est pas naturel. Faut que tu apprennes à marcher avant de courir. Mm-hmm. Hey, ce que tu viens de dire là, j'ai fait un podcast Natation 101. OK. Puis j'ai dit que le monde qui commençait à nager puis qui voulait faire de la vitesse en rentrant, j'ai dit c'est comme si tu prenais quelqu'un qui retrouvait l'usage de ses jambes puis tu lui disais cours. Ouais. Ça marchera jamais. Là. Non, fait que cet exemple-là que tu viens de donner, j'ai dit exactement la même chose pour la natation. Ah ben, je peux comprendre, mais c'est super technique, la natation. Je veux dire, tu vas juste nulle part. Même si tu essaies d'aller vite, si tu n'as pas la technique, ben, un peu la même chose. Sauf que sur le vélo, étant donné que le pédalier est fixé, tu as une illusion que ton pédalage est correct. Tandis que en piscine, si tu n'as pas la bonne technique, tu avances juste. Tu coules, là, genre tu te coules. Tandis qu'en vélo, tu peux avancer quand même. C'est ça, tu avances pareil. De se faire des entraînements spécifiques à juste penser à faire des beaux cercles avec des gros braquets. Tu n'as pas besoin de faire un gros effort. C'est pas parce que tu as beaucoup gros braquets, tu sais, la plate d'en avant puis la plus petite en arrière. Puis tu n'as pas besoin, essaie pas de faire un effort comme tel, plutôt juste de focusser sur ton pédalage. Et le plus lent tu es capable de le faire, plus ton cerveau a de facilité à register fait que tout des trainings à faible wattage, mais RPM bas. Exactement. Ça va te permettre d'aller vraiment développer ça. Là, Puis avec du RPM bas, même si tu t'ajoutes un peu de wattage, ben c'est un peu de force. Tu renforces certains muscles que ton corps n'utilise même pas, qui sont tellement importants dans le vélo. Tes fléchisseurs de la hanche, tu sais, TFL, tes glutes. C'est comme d'aller faire du renforcement en musculation, mais sur le bike. Oui. Puis le plus lent tu es capable de le faire, plus c'est facile d'encaisser dans ton cerveau. On apprend. La mémoire neuromusculaire, lente comme ça. Si tu essaies d'aller trop vite, dès le départ, tu n'es pas capable de... C'est difficile de faire un rond parfait. Si tu vas vraiment vite, là, tu oublies vite de le faire. Mais si tu es vraiment lent, tu penses juste, puis tu peux faire des efforts même à une seule jambe. Tu te fais... Parce que là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas l'autre jambe pour venir t'aider. 30 secondes d'une jambe, 30 secondes de l'autre. On va dire un 10 minutes de ça. Puis après ça, un 10 minutes, juste relax, tu recommences. Juste des efforts à une jambe. Tu n'as pas le choix sur un vélo de route. En tout cas, c'est une différente affaire sur le vélo de piste parce que c'est single speed, on n'a pas de frein. Mais sur le vélo de route, si tu n'as pas un beau pédalage rond à une jambe, t'arrêtes. C'est ça. Il faut absolument que tu tires pour être capable de remonter. Donc, oui, je t'encouragerais à faire ça, mais plus tu es efficace là-dedans, dans les drills à une jambe, ça va vraiment, vraiment aider ta puissance. Dans les sprints aussi, là. Ben oui, c'est sûr. Oui, vraiment, vraiment. Très intéressant. Puis, finalement, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi la suite des choses? Je commence une ligue professionnelle de Kérin qui s'appelle le Derby Wheel. OK. Ça va commencer comme une ligue professionnelle? Ouais. Ah ouais? Professionnelle. Ça commence à la fin mai officiellement. Puis c'est financé par des loteries. Dans le fond, ça va être entre la Grande-Bretagne, la Corée du Sud et l'Australie. OK.
Puis, c'est des paris. Le monde parie sur les courses. Donc, Comme à des chevaux, là. la place des chevaux, c'est nous Incroyable. qui fait les courses. Puis vous avez une cote des paris. Oui, exactement. Wow. Exactement. Wow, c'est fou, ça. Oui, oui. C'est... Fait que là, tu t'entraînes pour ça. Oui, je pense. Ça reste de l'entraînement spécifique pour... Ah oui, c'est spécifique parce que c'est que du kérin. Ouais. J'ai oublié C'est de le fou, mentionner. wow. Ouais, c'est que du kérin. Fait que ça va être 7 coureurs. Malade. Ouais. Donc, le petit Dernier qui 7 t'amène à coureurs 50 qui font km/h. le tour au complet ou c'est 7 coureurs par compétition? Non, 7 coureurs par course. Ok, Mais c'est il va y ça. avoir à peu près il y a à peu près 70 coureurs total, mais par compétition, il y en a 30. C'est une bonne façon de faire du sport professionnel, là. Oui. Puis le pari sportif, on s'entend que ça s'en va nulle part, là. S'il y a bien une affaire, c'est que ça commence Ouais. à arriver partout pour de vrai. Oui. Puis c'est un peu copié-collé sur le Japon. Ils ont jamais eu vraiment de course de chevaux. Ils ont ça. Le kérin, c'est une discipline japonaise, c'est aux Olympiques, Mhm. mais ça vient du Japon. Puis eux, ils ont déjà les paris là-bas. Puis c'est une grosse industrie. Je pense que c'est 4 milliards de dollars que ça génère par année. ouais, Là. Hein? Fait qu'ils C'est essaient mieux, d'amener comme ça, on n'abuse pas d'animaux en plus. Ben, C'est Win-win. des adultes consentants c'est qui font du exactement sport. win-win. Ouais. Très cool. J'avais une... Ah oui, c'est ça. Juste, moi, l'épreuve, je veux juste savoir si tu l'as déjà faite. Là. Moi, l'épreuve que à chaque Olympique, tu sais, je choisis quelle épreuve je regarde parce qu'à un moment donné, tu peux pas passer ouais. 2 semaines complètement devant les Olympiques. Là. Mais je regardais, je pense que c'est l'Omnium que ça s'appelle. Oui, l'omnium. Ouais. Ça, C'est l'endurance. Ouais. l'Omnium, c'est il élimine le dernier. Dans le fond, l'omnium, c'est 4 OK, fait que c'est pas l'Omnium. mais c'est dans... Non, c'est Dans l'Omnium. La course d'élimination C'est ça. fait partie de l'omnium. Ça, je trouve ça débile, la course d'élimination. T'as-tu déjà fait ça? J'en ai fait quand j'étais plus jeune, mais c'est pas une discipline de sprint. Fait que Non, j'en c'est ça. fais plus. Mais oui, très impressionnant. Man, vraiment le fun à regarder. C'est vraiment hot, puis la stratégie qui rentre en ligne de compte. Moi, c'est ouais. une des épreuves de tous les sports confondus les plus fun à regarder, où est-ce que là, tu vois à chaque fois, il y a une dynamique, à chaque 2 tours, une dynamique qui change. C'est vraiment- C'est un des fan favorites, définitivement en endurance. Mais je t'invite vraiment, si t'aimes les sports d'endurance, le Madison, c'est lequel, le Madison? c'est très impressionnant. C'est 2 par 2. Ouais. Puis c'est, dans le fond, le monde, tu peux te transférer, tu te donnes la main pour transférer à l'autre coureur. OK. Fait que tu peux transférer ta vitesse si tu arrives vite. Que l'autre coureur Là, parte à ta t'attrapes place? l'autre, puis Ah ouais, hein? ouais, Ouais, je vais checker tu ça. l'envoies. Ouais, puis c'est ça qui était comme Bradley Wiggins et Ouais. Mark Cavendish, Ouais. c'était ça leur discipline. Ok. Ils étaient en équipe, eux. Mhm. Fait que lui, il faisait les sprints, puis Bradley Wiggins, lui, il gonnait, il allait vraiment vite. Là. Fait Ouais. que c'était un duo parfait. Ouais. C'est OK, fait que vraiment Cavendish, il le suivait, impressionnant. puis là, après ça, quand venait le temps de switcher, ça partait. Là. Ouais, Bon, ouais. Malade. Très cool. Merci beaucoup, man. C'était vraiment, rien, c'est vraiment vraiment super. cool. Puis je vais retourner travailler mon FTP. Merci, man.